grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Transition 2024, le bilan vu par des spécialistes sur le thème du grand dialogue de ce soir. 2024 aura été une année de consolidation de la souveraineté nationale à travers la refonte de l'outil de défense courageuse, a déclaré le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. C'était le 31 décembre dernier à l'occasion du passage au nouvel an. Goïta a énuméré des chantiers importants liés à l'amélioration de la gouvernance dans les secteurs de l'économie, des mines et de la télécommunication. L'année 2025 sera aussi consacré à un redéploiement conséquent des forces de défense et de sécurité dans le but de faciliter le retour de l'administration et des services sociaux de base. Quel bilan de la gouvernance sociale, politique et économique en 2024? Les annonces pour 2024 suscitent-elles de l'espoir? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos invités. Modibo Makalou, économiste, Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. À la présentation, je suis Mrana Kilomega, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Tout d'abord, je vous propose d'écouter le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition sur les chantiers réalisés en 2024. Dans le cadre de la promotion d'une gouvernance vertueuse et de la lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics, je recevais il y a quelques semaines les rapports 2023 du Bureau du vérificateur général et de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est le lieu de réaffirmer notre engagement à poursuivre cette dynamique porteuse d'équité et de justice sociale. La session spéciale de la Cour d'assises en juillet dernier marque également un tournant majeur dans la lutte contre les infractions économiques et financières dans notre pays. Malgré un contexte économique difficile, le gouvernement s'emploie à assurer une gestion efficiente publique et à réduire le déficit budgétaire. Dans le même temps, il a pris des mesures fiscales incitatives à l'endroit des opérateurs économiques pour garantir l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité à un prix maîtrisé. Le soutien au secteur privé, amorcé par une introduction initiale de 200 milliards de francs CFA et porté par la suite à plus de 346 milliards de francs CFA, joue un rôle déterminant dans la relance économique du pays. Cet appui contribue également de manière significative à la réduction de la dette intérieure, renforçant ainsi la stabilité et la résilience de notre économie. Dans cette optique, le gouvernement a décidé de renforcer la place de l'État dans des secteurs stratégiques comme les télécommunications et les banques, en devenant actionnaire majoritaire de la Sotelma et de la BNDA. Sur un autre plan, la politique de diversification du secteur minier a porté ses premiers fruits avec l'ouverture de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Boukouni, qui figure parmi les plus grands jugements de lithium au monde. Dans le cadre de la défense des intérêts du peuple malien, les études menées dans le secteur minier ont permis de réviser l'ensemble des conventions d'établissement. C'est ainsi que les anciennes conventions ont été adaptées aux exigences du Code minier de 2023, ce qui permet d'apporter annuellement une contribution de 1022 milliards de francs CFA, soit un impact additionnel de plus de 585 milliards de francs CFA. Le gouvernement entend conforter cette dynamique afin que le secteur minier soit un véritable pourvoyeur des ressources pour financer le développement de notre pays. Modibo Makalou, vous venez d'écouter le président de la transition sur les chantiers réalisés en 2024. Quelle lecture faites-vous de cela? Bonsoir M. Maïga, bonsoir M. Diarra et bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci de me donner la parole. Vous savez, 2024 a été une année assez compliquée pour notre pays, assez difficile pour l'ensemble des Maliens. Vous savez, nous sommes dans un contexte mondial un peu compliqué. Évidemment, il y a toujours la guerre en Ukraine qui affecte le prix des hydrocarbures et qui affecte aussi le prix de l'alimentation, surtout du blé et de certains produits comme les engrais aussi. Et vous savez que nous sommes net importateurs de tout cela. Et donc, en plus de cela, vous savez, nous avons la lutte contre le terrorisme dans notre pays, la lutte contre l'insécurité et les groupes armés terroristes. Donc, tout cela complique les choses pour l'État malien parce que, évidemment, vous savez, moi, je suis un économiste et nous, dans l'économique, nous avons une devise simple, c'est que
les moyens sont limités, mais évidemment, tout ce qu'on veut accomplir est illimité. Les besoins sont illimités, mais les moyens sont limités. Donc il faut rationaliser, il faut faire des choix, il faut prioriser. On ne peut pas tout faire. Donc maintenant, évidemment, il y a un grand goulot de mon côté, c'est la crise énergétique qui affecte tout. Et vous savez, il y a une corrélation positive, ça veut dire que entre l'accès à l'énergie, surtout à l'électricité, et le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'activité économique. C'est-à-dire plus vous avez accès à l'énergie, à l'électricité, plus le PIB augmente. Et le PIB, c'est la richesse nationale, c'est l'activité économique pour l'ensemble des Maliens. Malgré le fait que notre économie soit largement informelle, c'est-à-dire des gens qui vivent au jour le jour, ça impacte tous les Maliens et sur tous les plans, que ce soit la défense et la sécurité. Quand il y a de la sécurité, quand il y a de l'obscurité, évidemment, c'est compliqué d'assurer la sécurité des biens, des personnes et des biens, mais aussi pour l'outil de production et même la consommation de tous les jours. Donc tout cela affecte énormément les Maliens, y compris le système de santé, le système éducatif, parce que évidemment il y a des surcoûts aussi, même pour l'infime minorité qui a les moyens, qui peut basculer vers les énergies renouvelables, le solaire et autres. Évidemment, c'est un surcoût qui n'est pas prévu, mais j'ai vu que même les plus grandes compagnies ont quand même des difficultés parce qu'elles doivent quand même suppléer à ce manque d'électricité en achetant des groupes de plus en plus gros et qui consomment de plus en plus et qui coûtent extrêmement cher le carburant. Mais au-delà de cela, ça, ce sont les aspects un peu au niveau du passif. Mais au niveau de l'actif, on peut voir quand même qu'il y a une plus grande opérationnalisation de nos forces de défense et de sécurité qui sont présentes. On va en parler. Voilà. Donc c'est un peu cela. Mais je vais revenir d'abord parce que vous nous avez parlé de bilan. Et quand on parle de bilan, le bilan, c'est une image. C'est une image à un instant T. Pour le moment, on fait un bilan partiel parce que la transition n'est pas terminée. Et donc, il s'agit de parler des actifs de la transition, c'est-à-dire ce qui est la fait de positif, et de ses passifs, c'est-à-dire ce qui est moins bien fait et qui doit, ou sur les choses sur lesquelles on doit redoubler d'ardeur. Mais selon vous, le bilan est énuméré par le président de la transition reflète-t-il la réalité sur le terrain? Non, vous savez, le discours de fin d'année, en réalité, c'est une synthèse des activités de l'année. Donc, en réalité, le discours du président de la République ou du chef de l'État en fin d'année doit brosser le tableau des activités de l'État pendant l'année écoulée et les perspectives à venir. Moi, je n'ai pas entendu cela. J'ai entendu ce qui tenait à cœur au président, mais par exemple, je n'ai pas entendu parler des infrastructures, je n'ai pas entendu parler de ce qui préoccupait le plus les Maliens, la solution à la crise énergétique. Bien vrai qu'il y a eu des ébauches, il a parlé d'énergie solaire, des pierres qui ont été posées. Il a parlé aussi des prix de denrées de première nécessité, cela est très important. Mais on n'a pas eu une analyse sectorielle, c'est-à-dire que ce soit d'abord la défense et la sécurité, qu'on nous brosse le tableau, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, la protection sociale, etc. Donc on aurait dû faire quand même une synthèse des différents ministères pour qu'on nous dise qu'est-ce que notre gouvernement a pu faire et qu'est-ce que notre État a pu faire et qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Selon Modibo Mahamadou, l'année 2024 a été très compliquée pour le Mali, vu également le bilan annoncé par le président de la transition. Est-ce que vous avez une autre lecture de ce bilan énuméré par le président de la transition? Ok, je vois bien que vous avez commencé avec le volet économie, donc sinon le président il a commencé à évoquer d'abord des questions de sécurité, ce qui a été fait à ce niveau. Peut-être que je ne vais pas anticiper. Oui, parce qu'on va venir par rapport à ça. Alors donc sur le plan économique, il a commencé à évoquer des questions de lutte contre la corruption. Et il admet que voilà, sur ce plan, il y a beaucoup
beaucoup de choses, beaucoup de jugements, voilà, donc des choses sont en cours. Alors c'est important. Il y a eu à ce niveau, en tout cas, on a vu la justice laisser faire son travail, entre guillemets, dans tous les cas. Et au-delà de ça, la lutte contre Est-ce que sur ce point-là, il y a eu des satisfactions? Évidemment, il est revenu hier, je crois bien, avec les leaders religieux et d'autres qui s'étaient à Koulouba pour présenter effectivement leur truc de vœux. Et il est revenu sur là-dessus, il a donné des chiffres, il a donné évidemment des montants qui ont été récupérés. Il va même juste dire que ceux qui n'ont pas pu payer, ils les auront emprisonnés. Voilà, c'est bien ça. Et la lutte contre la corruption, c'était vraiment quelque chose qui était... Il a parlé de 57 milliards de francs CFA qui ont été évidemment. récupérés. Et la lutte contre la corruption, c'était quelque chose vraiment qui était demandé vraiment par des Maliens, surtout les tombeurs d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est ce qui l'a amené peut-être à accentuer voilà, donc, la lutte contre la corruption, ce phénomène. Je pense que c'est un phénomène qui est là, qui doit être moralisé. Et il faut moraliser, parce que des gens se trouvent dans la corruption passive. Et si cela arrive, il faut faire en sorte qu'ils arrivent à payer évidemment l'argent de l'État, de contribuables. Et maintenant, plutôt aussi travailler pour éviter qu'il y ait la corruption, attendre qu'il y ait la corruption et essayer de traquer des individus. Donc je pense que sur ce plan, il avait même anticipé en tentant de faire de numéraliser des choses. Alors, il a parlé aussi des questions de finances où l'État est devenu actionnaire dans plusieurs choses, dans des questions de télécommunications, dans des questions de banques, et voire même des questions de mines. En économie politique internationale, évidemment, ce qui se passe dans ces pays, actuellement, c'est des combats pour la maîtrise du sous-sol. Je parle sous contrôle de l'économie, le mercantilisme des États. Il faut venir piller les ressources, les matières premières des États. Et il est revenu aussi sur là-dessus hier, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce qu'on appelle entre guillemets la détérioration en termes d'échange, et que le coton, là on vient, on achète à des prix bas et on va faire évidemment des habits et venir vendre ça de façon chère ici, et vous verrez que plus les puissances s'enrichissent, plus évidemment ces États s'appauvrissent. Donc il a mis l'accent par rapport à ça. Donc bref, ce qu'il faut dire, on peut dire que le bilan est relativement satisfaisant, parce que du fait qu'ils témoignent aussi qu'ils sont engagés sur d'autres fronts, qui n'est pas que l'économie, mais et qui, si ce front, c'est que la sécurité, si cela ne va pas, voilà, ça serait difficile de développer les économies. D'accord. Alors, restons toujours parlant de la corruption. Le président de la transition a déclaré que dans le cadre d'une gouvernance vertueuse, il a reçu récemment les rapports du bureau du vérificateur général et de l'OCLEI. Selon vous, la lutte contre la corruption a-t-elle régressé ou elle s'est généralisée? Évidemment, ça dépend effectivement de la compréhension de tout un chacun. Mais le fait d'en parler, le fait aussi d'agir, le fait de vraiment laisser les procès se passer réellement, et tout ceci, vraiment, c'est des choses à encourager. Mais ce qui est à encourager de plus, il faut vraiment travailler à ce que la lutte contre la corruption ne soit pas un règlement de compte. Et il faut faire en sorte aussi où on fait des instruments, des éléments, en faisant des choses en place pour empêcher qu'il n'y ait pas vraiment la corruption. Parce que des gens, évidemment au Mali, ça fait longtemps que les individus vivent dans des précarités, dans des difficultés extrêmes, et on connaît les réalités vraiment évidemment du Mali. Et si fait qu'il faut travailler et attaquer les causes de la corruption et faire évidemment des installations économiques en faisant évidemment la numérisation comme il avait commencé pour empêcher qu'il n'y ait pas vraiment la corruption. On peut dire que le bilan est satisfaisant lorsqu'on en parle. Il est revenu hier aussi sur là-dessus. Il a cité un certain nombre de cas, de jugements qui étaient bloqués, les cas d'achat des armements, les cas d'achat d'avions, évidemment, les cas évidemment de Bakary Togola, de la PECAM. Alors donc il est revenu sur là-dessus. On peut dire que le bilan, mais ce qui est en train de se passer actuellement, on ne peut pas juger sur ça parce que personne n'a le contrôle de ça.
Modibo Makalou, le président de la transition, a évoqué que plus des centaines de milliards de francs CFA ont été récupérés à la suite de leur engagement de la lutte contre la corruption. Quel est donc l'impact de cette corruption sur l'économie du pays? Non, mais vous savez, quand on parle de lutte contre la corruption, c'est une lutte de longue haleine. Il ne faut pas que ce soit une lutte, un règlement de compte contre les adversaires politiques ou les régimes passés. Je pense que quand même, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pratiquement pas d'intouchable au Mali aujourd'hui, parce que évidemment, tout le monde peut être appelé devant la justice ou être interpellé. Je pense que ça, c'est un pas dans la bonne direction. Et la justice aussi, la tenue des cours d'assises, évidemment, ça a coûté beaucoup à l'État, mais il y a une centaine de personnes qui ont quand même sont passées devant cette cour d'assises. Bien vrai que certains cas ont été reportés à une date ultérieure. Ça, ce sont des efforts qui sont en train d'être faits. Mais est-ce que cela a eu un impact sur la lutte contre la corruption? Ça a-t-elle régressé? Je n'ai pas terminé mon raisonnement. Donc, tout cela montre quand même que ça bouge au niveau de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le fait qu'on ait remis les rapports, on les remettait tout le temps avant. C'est chaque année qu'on remet ces rapports. Mais je pense qu'on commence à avoir un début, en tout cas, d'action au niveau de la justice par rapport à ces cas. Mais ce que je puis surtout dire, c'est que, évidemment, au niveau de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, il faut que ce soit dans la prévention. Il faut que nous ayons une gouvernance vertueuse. C'est-à-dire qu'il faut mettre des systèmes en place qui permettent aux gens de ne pas s'enrichir. Et ensuite, il faut avoir un outil répressif qui vient compléter par la suite. Donc, c'est les deux éléments qu'on a. On a la prévention et la répression. Donc, il faut allier ces deux pour pouvoir quand même contenir. Maintenant, la situation économique de notre pays est telle que, vous savez, le projet de loi de finances 2025, il y a un écart, ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Ça veut dire que les dépenses budgétaires vont dépasser les recettes budgétaires de 580 milliards de francs CFA. Ce montant, il va être emprunté. Ils vont être empruntés à un taux assez élevé actuellement, parce que l'État emprunte pratiquement que sur le marché financier sous-régional. Donc, c'est le contribuable malien qui paye pour tout cela. Donc, quand les ressources sont maigres, je reviens encore à ma définition, les besoins sont illimités, les ressources sont limitées, il faut prioriser. Donc, quand quelques individus détournent des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards, c'est la part de beaucoup de Maliens. Vous savez, actuellement, nous avons le salaire minimum interprofessionnel garanti qui est que de 40 000 francs depuis le 1er janvier 2016. Mais aussi, vous avez la moitié des Maliens vit avec moins de 1 000 francs CFA par jour. Donc imaginez, quand on comptabilise en millions ce qui a été détourné, ce que ça aurait pu apporter à l'État en termes d'eau potable, en termes de routes, en termes d'éducation, de santé et même de l'outil de défense, tout cela. C'est pour cela qu'il faut renforcer cette lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et surtout réduire l'impunité. Et je pense que ça, c'est un aspect positif, qu'il y a de moins en moins d'impunité, mais il faut que ce soit valable pour tout le monde. Mais est-ce que la création des structures de contrôle et de lutte contre la corruption a servi à quelque chose au regard de ce que vous venez de dire? Non, moi je pense qu'il faut rationaliser. Nous avons trop de structures de contrôle et certaines ne sont pas adaptées. Le bureau du vérificateur, il y a des gens très compétents qui travaillent là-bas, mais ce n'est pas une structure qui est adaptée à notre système de gouvernance. Je m'explique, vous savez, ce système a été vu au Canada et aux États-Unis, où il est rattaché au Congrès, parce que c'est le Congrès qui autorise les dépenses budgétaires, le budget, et qui supervise aussi l'exécution du budget. Donc, le bureau du vérificateur est rattaché au Congrès, c'est-à-dire au Parlement dans ces deux pays. Ce n'est pas le cas chez nous. Le bureau du vérificateur, c'est un organisme indépendant, mais qui rend son rapport au chef de l'exécutif, qui est le chef de l'État. Donc le jeu est faussé dès là, parce que généralement c'est un processus qui a lieu en démocratie, où il y a l'équilibre et la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est à part, le pouvoir judiciaire est à part et le pouvoir législatif est à part. Donc on n'est pas
dans cette optique. Deuxièmement, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais pourquoi nous n'arrivons pas à mettre en œuvre ce que cet office à quoi cet office est dédié? C'est-à-dire de s'assurer que tout le monde, que les personnalités qui sont désignées dans la loi de création de cet office déclarent leurs biens, à commencer par le chef de l'État. Le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres et tous ceux qui sont désignés dedans, qu'ils quand même déclarent leurs biens, parce que je vais vous dire... Et même le président de l'OCLEI. La liste est donnée, hein. La liste est donnée des personnes, mais vous savez, quand on a créé cette loi, il y a eu quand même un scandale, parce que les législateurs même qui ont voté cette loi se sont retirés de la liste. C'est-à-dire, ils ont dit, non, nous, on n'est pas soumis à la liste, alors qu'ils devaient être soumis à la liste. Bon, maintenant, il faut vérifier combien de personnes ont déclaré leurs biens l'année dernière. Pas plus d'une dizaine. Alors que c'est plus d'1 millier de personnes qui doivent déclarer leurs biens chaque année. Parce que la raison pour laquelle c'est cela, c'est si vous, aujourd'hui, on vous nomme à un poste d'assiette, disons, qu'on vous nomme directeur des impôts, et vous devez, à l'entrée de votre fonction, quand même déclarer vos biens. Pourquoi ça sert? Parce que dans l'année d'après, si vous déclarez vos biens et qu'on voit que votre patrimoine a augmenté de 5 milliards, il faut que vous puissiez justifier d'où viennent ces sommes faramineuses. Si ce sont vos salaires, si ce sont vos indemnités, si ce sont les intéressements qu'on vous a donnés, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez eu ça autrement, évidemment, ça permet de limiter un peu ce qu'on appelle la lutte contre la corruption. D'accord. Vous avez parlé d'un bilan passif pour 2024. Entre 2023 et 2024, dans quel secteur il y a eu plus d'amélioration? Dans le secteur économique? Oui, ou bien il dans demandé l'ensemble? dans quel secteur, dans l'ensemble? Dans l'ensemble, moi, je pense que le secteur de la justice, c'est le secteur de la justice qui m'a le plus impressionné. D'abord, la cour d'assises m'a vraiment impressionné. Il y a aussi les réformes politiques et institutionnelles, et aussi le secteur, comme vous l'avez dit qu'on allait venir un peu, la sécurité et la défense aussi, où quand même il y a eu beaucoup d'améliorations. D'accord. Sur le plan politique, le gouvernement aurait-il mieux faire sur le plan politique en 2024 qu'en 2023? Évidemment, en 2024, il y a eu beaucoup de choses avec le changement de chef de l'administration, et puis il y a un nouveau Premier ministre qui est arrivé. Et en tout cas, dès son arrivée, on voit que les choses quand même essaient de bouger un peu politiquement. Il vient de convoquer les partis politiques, de faire la relecture de la charte des partis politiques avec les chefs de file de l'opposition, demander l'avis, l'opinion effectivement des leaders politiques sur là-dessus. Bon, en fait, en 2023, vous avez parlé, évidemment, en tout cas, on était dans une situation où sur le plan politique, comment faire en sorte que les politiciens et puis les décideurs arrivent à être soudés. Il y avait des divisions parce que les chefs de l'administration à l'époque ne faisaient pas vraiment bon ménage avec des partis politiques. Mais l'actuel Premier ministre qui était en charge aussi de l'administration, en tout cas, était écouté. En tout cas, lui, quand il faisait appel aux partis politiques de venir aux réunions, il venait. Et si fait que d'ailleurs, quand il est arrivé à la tête de la primature, les choses commencent vraiment à bouger. Mais quelque chose a été dit et que s'il faut aller vers les élections, ou bien en tout cas en termes budgétaires, si la question de sécurité et d'autres faits sont venus vraiment greffer, il faut donner la priorité aux questions de sécurité. C'est pour dire que des questions politiques, c'est pas encore, en tout cas, c'est pas encore clair. Mais des efforts sont en cours et le président est revenu sur là-dessus. Il a parlé sur la question des réformes institutionnelles et ces institutions sont vraiment en train de travailler pour la refondation de l'État. Donc c'est ce qu'on peut dire en termes politiques à ce niveau. Donc il y a une convocation des partis politiques. Ils sont invités à apporter vraiment leur contribution pour la lecture de la charte des partis politiques. C'est ce qui est dans l'actualité. Le président de la transition a indiqué, selon le président de la transition,
dispositions, le gouvernement a pris en 2024, ce que Modibo a félicité d'ailleurs, de mesures fiscales incitatives à l'endroit des opérateurs économiques pour garantir l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité. Cette mesure gouvernementale a-t-elle un impact sur les prix selon vous? Bon, en fait, le fait de prendre la décision pour parler la maîtrise puis la gestion des prix, le taux d'inflation, en tout cas c'est bien, c'est parce qu'il pense beaucoup par rapport à ça. Les Maliens en souffrent beaucoup sur la question des denrées, les premières nécessités. C'est très dur, les conditions, c'est très dur. Le président, il est revenu aussi sur là-dessus et qu'il est conscient réellement de cela, mais bon, il est en train de faire des efforts dans ces sens-là. Les choses, la cherté de la vie, bon, on ne peut pas en terminer de dire. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a des facteurs au niveau international, il y a également à l'interne. Il y a des difficultés pour des questions de lutte contre le terrorisme, puis les activités ne sont pas. Et puis également, l'événement, vraiment, les choses, ça allait très mal entre l'État et certaines organisations qui étaient sur place et qui embauchaient beaucoup de personnes qui s'y sont retournées dans le chômage. Il n'y a pas ce qu'on appelle le ruissellement, c'est-à-dire que l'argent liquide ne circule pas trop. Alors, donc, ça se voit. En devenant actionnaire majoritaire de la BNDEA et de la Sotelma, cela va-t-elle changer quelque chose dans la situation économique? Évidemment, c'est des mesures qui sont là pour permettre à l'État de prendre un peu le contrôle des choses, parce que ça peut aider l'État à aller de l'avant, parce que réellement, au niveau interne, si l'économie n'est pas stable, ça peut créer d'énormes problèmes. On suppose que quand vous voyez que les autorités sont arrivées à prendre ce genre de décision, en tout cas, ça va faire un peu, minime qu'il soit, ça va avoir un peu d'impact. Modibo, l'exploitation de lithium pour une capacité de production estimée à plus de 130 millions de tonnes, ce minerai est-il une opportunité économique pour le Mali? Bon, il faut qu'on se mette d'accord. Je ne sais pas si c'est l'exploitation ou si ce sont les réserves qu'on trouve de lithium. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous sommes actuellement le deuxième producteur de lithium en Afrique après le Zimbabwe. Et l'année prochaine, avec l'exploitation de la deuxième mine, en dehors de Goulamina, la mine de Bougouni, nous allons être premier producteur africain de lithium. Donc c'est une très bonne chose, mais il va falloir qu'on fasse extrêmement attention parce que le secteur minier, notre économie est de plus en plus spécialisée. Est-ce que vous savez que même avant le lithium, nos exportations, qui étaient majoritairement composées d'exportations d'or avant, depuis l'année dernière, sont à 90% composées d'exportations d'or. Avant, on ne dépassait pas 70%. Et vous savez, les ressources minières sont non renouvelables. Donc l'idée, maintenant, avec le changement du code minier qu'il faut saluer, c'est une décision salutaire, de même que la loi sur le contenu local, mais il faut des mesures d'accompagnement pour qu'elles soient effectives. Il faut aider les privés maliens et en tout cas tous ceux qui peuvent contribuer à connecter davantage l'économie nationale au secteur minier à progresser, et y compris les banques, qu'elles puissent financer les entrepreneurs, les PME, PMI qui opèrent, qui sont des fournisseurs de ce secteur minier. Mais maintenant, la transformation. Et ça, c'est notre péché mignon, c'est vraiment un de nos grands handicaps. On ne transforme rien dans ce pays. Le président de la transition l'a dit, écoutez, l'or, on ne raffine rien. Espérons que le lithium ne sera pas dans cette catégorie. En 30 secondes avant d'entamer le dernier point, le Mali va acquérir 35% d'intérêt grâce au nouveau code minier de 2023. C'est peu ou c'est beaucoup? Non, c'est bien. C'est bien parce que c'est la minorité de blocage. Et contrairement à ce que Dr Diarra a dit, je ne suis pas pour l'État commerçant. L'État est un très mauvais commerçant, surtout l'État du Mali. J'ai participé au processus de privatisation de la Sotelma. Nous avons vendu 51%
à 180 milliards à l'époque, parce que la puce, quand l'État avait 100% de la Sotelma, la puce se vendait à 150 000 francs CFA. Donc, le secteur privé et l'État doivent travailler ensemble. L'État doit avoir le contrôle stratégique, la minorité de blocage et donner l'orientation, par contre, comme ce que le docteur Golo Traoré a dit, l'orientation stratégique. L'État doit être là pour cela, mais l'État ne doit pas être le commerçant. Donc, cela est tel que maintenant la BNDA, la Banque nationale de développement agricole, quand elle a été créée, elle est devenue opérationnelle en 1982, c'était pour accompagner le monde rural. Mais elle s'est quand même égarée en chemin et elle finance tout maintenant, presque tout, sauf le secteur rural. Donc c'est bien que l'État reprenne l'orientation, mais je pense qu'il faut impliquer le secteur privé malien pour que l'État ait encore le contrôle stratégique, mais ne soit pas vraiment l'État commerçant, l'État actionnaire majoritaire. D'accord. Docteur Ngolo Diarra, sur le plan sécuritaire, le général d'armée Assimi Goïta a précisé que la décision politique a permis une refonte de l'outil de défense suivant sa réaction. Notre décision politique, appuyée en permanence par le peuple malien, a permis de consolider irrémarquablement la réforme de notre outil de défense. Les forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi au cours de l'année 2024 de vastes opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire, notamment dans la région de Kidal, où des opérations spéciales ont porté un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tanzawatin. La coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenaires stratégiques seront poursuivis conformément aux orientations politiques. L'année 2025 qui s'annonce sera sans doute celle de la consolidation des acquis opérationnels et de l'adaptation de l'outil de défense aux nouvelles menaces auxquelles notre pays et l'espace AIS sont confrontés. Pour y faire face, nous devons davantage renforcer notre capacité d'anticipation tout en continuant un redéploiement conséquent de forces dans le but de favoriser le retour de l'administration et des services sociaux de base afin de préserver durablement l'intégrité de notre territoire. Modibo, vous avez la parole, vous gardez. La situation sécuritaire de 2024 s'est-elle améliorée comparativement à 2023 ? Moi, je n'ai pas les chiffres. J'ai vu quand même que le nombre de décès, le nombre de blessés actuellement, et je pense que ce qu'on peut saluer, c'est quand même que ceux qui agressent notre pays ne prennent plus contrôle de nos camps, armes, de camps militaires et autres, et que l'armée puisse se déployer sur toute l'étendue du territoire. Il faut saluer la reprise de Kidal, entre autres, et évidemment les opérations conjointes avec nos partenaires, nos voisins nigériens et burkinabés. Mais je crois qu'il faut renforcer tout cela. Mais écoutez, vous savez, la sécurité et le développement sont indissociables. Le tout sécuritaire, le tout militaire ne peut pas résoudre les problèmes de notre pays. Il faut quand même que, même quand c'est-à-dire, ce sont les zones rurales qui sont les plus affectées, et vous savez que nous avons 70% de notre population qui vit dans les zones rurales. Et ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Nous avons connu des inondations en 2024. À plus de ces agressions armées, il va falloir redoubler d'ardeur pour que ces personnes qui produisent pour l'ensemble de l'économie soient protégées davantage et que même le redéploiement de l'État sur l'ensemble du territoire soit une bonne chose parce que c'est l'État seul qui peut assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Dr Ngolo Diarra, quelle est votre lecture face à la situation sécuritaire comparativement 2023-2024 ? Oui, la comparaison, là, pour revenir un peu en arrière une seconde, par rapport à la réaction de M. Makadou, par rapport à la question de voir si l'État est actionnaire, oui, ça dépend, c'est un truc qu'on peut relativiser. Et si on est dans le libéralisme économique, il a parfaitement raison. Un État qui parle de la souveraineté, qui parle aussi de réalisme en termes de l'économie, c'est un débat relatif. Maintenant, pour revenir au niveau de votre question, et pour pouvoir en fait, analyser la sécurité, il n'y a qu'une seule chose. L'intensité du combat ne se mesure pas au degré d'atrocité, au nombre de morts. L'intensité du combat se mesure le degré que le conflit pèse sur la souveraineté, sur l'intégrité du territoire. Alors, évidemment, quand le pays s'est battu pour refouler les séparatistes hors des frontières, et je salue évidemment des hommes qui sont à Ber et ceux qui sont à Kidal en position avancée pour
Tizawaten. Alors on peut dire qu'il y a une amélioration à partir du moment où l'État s'affirme et bouter les séparatistes hors de nos frontières, parce que c'est 800 000 km² qui étaient menacés par des groupes armés séparatistes, avec Gao comme capitale, présupposé État de l'Azawad. Et tout cela était coaché par l'Organisation internationale à vocation universelle avec la MINUSMA. Alors quand ils sont arrivés à décanter ces situations, je suis vraiment parmi des chercheurs qui ont enseigné, acquis des droits, qu'il fallait axer notre guerre contre le terrorisme, contre les séparatistes. Voilà, il fallait ramener ça sur ses pieds, parce que la première mission de notre armée, c'est la défense de l'intégrité territoriale, ensuite la protection des populations ainsi que leurs biens. Alors, des groupes qui sont là, qui sont en train de menacer l'indépendance, l'intégrité du territoire, il faut y faire face. Même bien vrai aujourd'hui, s'il y a des cellules dormantes dans certaines de nos institutions, parce qu'on avait accepté comme ça, au nom de la paix, on a fait venir des éléments dans le gouvernement c'est des mouvements qui existent. Et le président aussi a rappelé qu'il faut faire en sorte que, comme le dialogue, les assises ont demandé, il faut essayer de les retirer les armes, essayer de les faire venir dans l'armée et les envoyer dans des zones qui ne sont pas leur zone. Donc il y a les assises qui ont parlé de cela. Donc on peut dire qu'il y a une amélioration. Et permettez-moi en tout cas de penser ce qui s'est passé aux victimes, ce qui s'est passé tout à l'heure, hier tout près à Nyoro, et également avant Nyoro, il y avait évidemment à Douanzan, une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie. Donc il y a d'inquiétudes. Cela n'est pas veut dire que tout se passe bien. Il y a des inquiétudes parce que une fois qu'on est au niveau de frontière avec l'Algérie ou autre chose, on est en train de se battre pour empêcher que les séparatistes ne reviennent prendre le contrôle de ces parties dites Azawad. Alors donc il y a ces inquiétudes. D'autres inquiétudes, c'est que les terroristes à l'interne, là, on est vraiment attaqué à l'interne, comme je viens juste de dire, et il s'agit de travailler dans ce sens pour faire en sorte que des sanctions qui se trouvent entre les communautés, pour faire en sorte que les communautés arrivent là à vivre ensemble. Bon, c'est pourquoi dans ce contexte qu'il a, dans la foulée, qu'il a parlé de la culture, et puis dans la foulée, il a aussi retouché ce qu'on a appelé à faire en sorte qu'on puisse élaborer une charte de paix. Nos collègues experts sont amenés évidemment à travailler sur là-dessus. Le Burkina Faso a décrété l'année 2025 comme année de victoire contre le terrorisme, pendant qu'au Mali, on a décrété l'année 2025 année de la culture, et la culture va avec la paix, c'est-à-dire qu'on est en phase d'avoir la paix totale au Mali cette année en 2025, établir la paix sur l'ensemble du territoire national. Oui, c'est ce qui est demandé, c'est ça vraiment le souhait. Le président, il veut ça, c'est pourquoi il dit qu'il faut anticiper les choses et faire en sorte qu'il faut recruter, équiper, former des hommes pour occuper le terrain et permettre à ce que nos administrations retournent dans des territoires où l'administration n'était pas, et pour faire en sorte que ces populations arrivent à trouver des conditions nécessaires. Oui, la culture est toujours nécessaire, mais il faut le faire à un certain niveau, et un niveau aussi responsable. Bon, c'est vrai, organiser ce qu'on appelle des concerts, puis des trucs, des festivals, tout le monde, c'est bon, c'est très bien, ça permet d'éveiller la conscience, mais la culture ne se limite pas à ça. Il y a Kwame Nkrumah qui a l'habitude de rappeler que l'Afrique est à l'intersection de trois cultures, la culture euro-chrétienne, la culture arabo-musulmane et la culture traditionnelle africaine. Et dans la foulée, il a développé le concept de consensusisme philosophique. Je pense que le président parlait de ça. Il s'agit de faire en sorte que nos valeurs ancestrales, nos cultures ancestrales, ce qui est bien de vivre ensemble, la paix, la cohésion sociale, et que cela soit en réalité avec ce qui se passe actuellement. La culture, c'est intéressant. Et cette culture aussi ne peut pas faire long feu tant qu'on ne pense pas à nos enseignants, tant qu'on ne pense pas à nos universités. Vraiment, l'éducation
doit être associé à cette histoire-là pour qu'on arrive à trouver l'objectif visé. Vous n'êtes pas sans savoir, très rapidement, il y avait des artistes au Mali qui sont des enfants, qui ont développé des différents concepts, de concepts maranais, de concepts tchalais, de concepts maranais, et ils ont joué un rôle important dans le départ du président Keïta, et ils existent aussi en Côte d'Ivoire qu'on appelle les microbes, et il faut tout faire pour récupérer culturellement tous ces enfants-là. Modibo, décréter l'année 2025 comme année de la renaissance culturelle malienne, doit-on profiter de cette culture pour établir la paix définitive au Mali? Oui, vous savez, la culture, c'est la manière de vivre, la manière de penser, la manière d'être d'une nation. Nous sommes un pays de culture, le Mali. Nous avons une culture très riche que nous n'avons pas assez exploitée. Et vous savez que la renaissance africaine était basée essentiellement sur le Mali et l'Éthiopie. Mais quand vous voyez le budget du ministère de la Culture, vous vous posez la question, parce que c'est le budget national qui définit les priorités nationales, même s'il y a eu une hausse substantielle dans la loi de finances, le projet de loi de finances 2025, moi, vous savez, la culture, les aspects positifs de notre culture, nous devons construire là-dessus. Si nous devons entreprendre des réformes, il faut que nous sachions d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et la culture est très importante pour cela. Et vous savez qu'au début de la Première République, c'était un des axes principaux de la renaissance, de l'indépendance de notre pays, sous la Première République. Donc, pour moderniser, et vous allez en Asie, vous allez vous rendre compte qu'ils ont modernisé leur pays en se basant sur les aspects positifs de leur culture. Parce que si on vous soustrait de votre culture, si on vous ôte votre culture, évidemment, vous êtes acculturé et ce ne sera pas pérenne. Le président de la transition a annoncé hier avec les autorités traditionnelles, les chefs coutumiers et puis les fondateurs de Bamako que le Mali va bientôt recevoir un arsenal de guerre. Est-ce à dire que cette année 2025, la paix sera définitive au Mali? Mais vous savez, la paix, c'est un comportement. La paix, c'est aussi les rapports de force. Parce que ceux qui se sont attaqués à l'État, parce que vous savez, qui ont pris des armes contre leur pays, on n'arrive pas à comprendre parce que nous sommes un pays de dialogue et de culture. Et la culture permet aussi le brassage aussi, parce que ça permet d'apprendre ce qui se passe dans les autres régions, etc. Donc il faut renforcer cela. Mais vous savez, il faut les deux. Il faut renforcer l'outil de défense, mais il faut aussi renforcer le dialogue. Et le dialogue inter- et intra-malien. Et vous savez, il faut d'abord que, je pense que l'épicentre de la crise que nous vivons se trouve à Bamako ici. Donc il faut que tous les acteurs se retrouvent autour de la table pour discuter et qu'on se mette d'accord sur l'essentiel pour pouvoir quand même bâtir une culture de paix dans la durée. Vous parlez de dialogue, il y avait eu de dialogue direct intermalien organisé en 2024. Est-ce à dire que ce dialogue n'a pas encore montré un bilan positif? Mais il y a une charte qui est en train d'être élaborée. Je pense qu'il faut se baser sur cela et construire à partir des différents dialogues qui ont eu lieu précédemment pour aller vers un nouvel objectif à moyen et long terme. Il a annoncé une charte nationale dédiée à la paix et la réconciliation va avoir le jour en 2025. Cette charte va-t-elle profiter aux Maliens sans les autres acteurs qui ont pris des armes contre leur propre pays? Non, c'est une manière de faire en sorte que, pour que le président puisse avoir l'œil sur les choses et faire en sorte que comment les éléments qui composent notre société arrivent à vivre ensemble et en harmonie. En tout cas, il faut travailler et faire en sorte qu'on met les hommes dans les conditions, il faut les occuper pour éviter évidemment ce qui s'est passé en Syrie. Il faut travailler dans ce sens sur le plan diplomatique et développer des choses. Et dans ce sens-là, on pourrait vraiment résister pour amener évidemment la paix dans notre pays. C'est sur ce mot de Ngolo Diarra que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur la transition 2024, le bilan vu par des spécialistes. Et nous étions avec Modibo Mao Makalou, économiste, Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Ce débat a été animé par Imrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.